Le désir de savoir ce qui s'est passé est irrésistible, mais malgré tous les efforts des chercheurs, l'histoire est pleine de mystères. Et il y en a certains que nous pourrons un jour élucider, suite par exemple à une découverte archéologique ou bien une preuve écrite. D'autres, au contraire, ne seront probablement jamais résolus, et l'absence de réponse ne fait que rendre ces énigmes encore plus intrigantes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir 7 mystères historiques encore non élucidés, ou presque. Et on commence avec le premier. Bon visionnage à tous. La naissance de Jésus est fêtée par les chrétiens le jour de Noël, soit le 25 décembre. Ni le jour ni l'année ne sont connus avec précision, et la date du 25 décembre, précédant l'an 1, a été fixée au début du VIe siècle par le moine Denis le Petit. Cependant, cela ne résout pas la question de la date de naissance du Christ. Jésus est-il vraiment né le 25 décembre? De nombreux historiens affirment qu'il n'est certainement pas né à cette date qui fut adoptée de manière conventionnelle plusieurs siècles après les faits, comme dit précédemment. Les évangiles ne donnent aucune indication précise concernant le jour ou l'année de la naissance de Jésus, qui ne sont toujours pas connus avec précision. Les seules sources antiques traitant du sujet étant les récits de l'enfance de Jésus que l'on retrouve au début des évangiles selon Matthieu et Luc, mais dont l'historicité est plus que douteuse. Seulement, quelques détails, par regroupement, incitent la plupart des historiens à proposer une naissance du Christ entre -8 et -6 avant notre ère, ces derniers situant en général la naissance de Jésus dans les dernières années du règne d'Hérode Ier le Grand, mort en 4 avant Jésus-Christ, de préférence au printemps plutôt qu'en hiver. Une énigme vieille de 2000 ans entoure la mort et la tombe de la fameuse reine Cléopâtre. Nous en saurions plus si nous savions où elle est enterrée, mais malheureusement, c'est un autre mystère à résoudre. Le docteur Kathleen Martinez, une archéologue dominicaine, a suivi les traces de Cléopâtre. D'après les sources antiques, l'intéressée s'est suicidée pour des raisons politiques et son royaume est tombé aux mains de l'ennemi. Elle aurait été enterrée avec son amant Marc-Antoine à un emplacement demeuré secret jusqu'à ce jour. Kathleen Martinez met tout en œuvre et finance elle-même la recherche de la tombe, mais jusque-là, les fouilles demeurent infructueuses. L'emplacement de son tombeau reste donc un grand mystère, les théories ne manquant pas sur le sujet. Certains pensent qu'elle aurait peut-être été enterrée dans un temple, d'autres qu'elle n'aurait peut-être pas eu le droit à avoir un enterrement au sens où nous l'entendons, car elle s'était attirée la colère des dieux, d'où le fait qu'elle aurait en toute logique été placée dans un lieu moins grandiose. D'autres estimant enfin qu'elle aurait très bien pu être enterrée à Alexandrie, tout près du tombeau d'Alexandre le Grand, également disparu. Et là, ça vous fait 2 mystères historiques insolubles pour le prix d'un. Ptolémée XV, mieux connu sous le nom de Césarion, fils de Jules César et de la reine Cléopâtre, est sans l'ombre d'un doute l'un de ses enfants dont la naissance a suscité le plus d'intérêt. Mais est-il vraiment le fils de Jules César? La paternité de ce dernier a en effet souvent été remise en cause. Il faut savoir qu'en dehors d'une fille, nommée Julia, qu'il a eue avec sa seconde épouse Cornelia, César n'avait pas eu de descendance, et ce malgré les nombreuses relations charnelles avec des femmes qu'il a pu avoir au cours de sa vie. C'est pourquoi, à l'époque, la naissance d'un fils, issu de sa relation avec Cléopâtre, parut très suspecte, surtout pour les Romains. Sans oublier le fait que malgré les efforts de Cléopâtre pour forcer César à reconnaître son fils, ce dernier n'a jamais mentionné Césarion dans son testament, d'où les nombreuses spéculations sur la paternité de Jules César. Ce même César ayant préféré par écrit désigner dans son testament son petit-neveu Caius Octavius comme héritier légitime. À Rome, le futur Auguste refusa, après la mort de Jules César, de reconnaître la lignée du jeune corrégent. Non sans calcul, le bras droit et confident du défunt dictateur, Gaius Oppius, publia alors un ouvrage dans lequel il affirmait que Césarion n'était pas du tout le fils de César.
C'était un avertissement à Cléopâtre de s'adresser avec prudence au nouveau maître de Rome. En fait, ce sera Marc-Antoine, devenu amant de la reine d'Égypte, qui tranchera, reconnaissant officiellement Césarion comme le fils légitime de Jules César. Comme sa naissance, la fin de Césarion reste mystérieuse, la plupart des historiens estimant néanmoins qu'il serait mort en août 30 avant Jésus-Christ. De retour à Alexandrie, où il aurait tenté d'approcher Octave, pensant que ce dernier l'épargnerait, le jeune homme sera finalement arrêté et exécuté sur ordre de ce dernier, car comme le soulignait l'entourage du vainqueur d'Actium, il ne doit pas y avoir trop de César. Depuis plus de 1000 ans, la figure du roi Arthur imprègne l'histoire de l'Occident médiéval. D'après les récits médiévaux, il était connu pour son épée Excalibur, ses chevaliers lancés dans la quête du Saint Graal, sans oublier sa fameuse table ronde. Les aventures de ce roi et de ses compagnons oscillent entre histoire et légende. Néanmoins, rien ni personne ne peut affirmer qu'un dénommé roi Arthur a vraiment existé ou bien prouver inversement sa non-existence. Dans les textes de l'époque, il n'y a aucune mention d'un quelconque roi Arthur, alors qu'il est censé être parvenu à éliminer les hordes d'envahisseurs, devenant du même coup un courageux et puissant souverain. Un tel acte de bravoure aurait dû marquer les esprits et être couché sur du parchemin. Or, le premier texte évoquant ce roi n'est apparu que 300 ans plus tard. Pour couronner le tout, les éléments trouvés manquent de fiabilité, d'où le fait que les avis des historiens divergent encore sur la possibilité que ce roi ait vraiment existé. Si aucun élément historique ne peut prouver que le personnage d'Arthur Pendragon a réellement existé, on sait néanmoins qu'il s'est nourri du folklore breton et s'est inspiré de plusieurs grands chefs de Grande-Bretagne. La légende du roi Arthur s'est sans doute diffusée dès le XIIIe siècle grâce à l'Historia Regum Britanniae, l'œuvre de Geoffroy de Monmouth. Dans cet ouvrage, l'auteur expose la majeure partie de la légende arthurienne que nous connaissons à l'époque moderne. Outre Arthur, d'autres personnages y sont présentés, tels que Lancelot, Merlin et Guenièvre. Il évoque également le célèbre château et la forteresse du roi Camelot et attribue d'autres exploits de victoire au combat à ce prétendu roi. Cependant, l'histoire originale de Geoffrey diverge un peu de la légende moderne, alors que l'Arthur connu aujourd'hui manie Excalibur et règne depuis Camelot, l'Arthur de Geoffrey régnait depuis Caerleon et maniait Caliburnus. Cette histoire est largement considérée par les historiens comme étant quelque peu historique et quelque peu fictive, créée à partir d'un ensemble de sources composées de littérature latine et celtique, au point qu'il est difficile de distinguer le fait de la fiction. Alors, Arthur est-il une personne réelle? Il existe peu de preuves concrètes, les historiens ont des théories divergentes, et il semble donc que nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Le Graal est un objet mythique de la légende arthurienne, objet de la quête des chevaliers de la table ronde. À partir du XIIe siècle, il est assimilé au Saint Calice, la coupe utilisée par Jésus-Christ et ses 12 disciples au cours de la scène et qui a recueilli le sang du Christ, et qui prend donc du même coup le nom de Saint Graal. Cet objet de légende, porteur de l'un des grands mythes de l'histoire, a été recherché durant de nombreux siècles. Certains prétendent pourtant qu'il aurait été retrouvé en Espagne dans la basilique de San Isidore de Léon. Évidemment, beaucoup réfutent cette découverte et la bataille entre experts fait rage. D'après Carlos de Ayala, la légende du Graal est une invention littéraire du XIIe siècle sans aucun fondement et qu'en l'occurrence, selon lui, il est impossible de retrouver ce qui n'a jamais existé, concluant qu'il fallait saisir ces légendes du Graal de manière plus symbolique qu'historique. Ce qui est certain en tout cas, c'est que selon les historiens, il existerait rien qu'en Europe pas moins de 200 coupes supposées être le Saint Graal, dont une est conservée à Valence, encore l'Espagne décidément, le pays paraissant être champion dans ce domaine bien précis. Un mystère a toujours entouré l'identité de celui qui est surnommé Jack l'Éventreur. Il doit ce surnom au fait
qu'il a égorgé et éventré plusieurs femmes dans le quartier londonien de Whitechapel en 1888. Il s'agirait d'Aaron Kosminski, barbier et émigré polonais, âgé de 23 ans au moment des faits. Des chercheurs britanniques, Jari Louhelainen de l'université de Liverpool et David Miller de l'université de Leeds, travaillaient sur l'identification du plus célèbre tueur en 2007. Leurs recherches se sont basées sur le châle retrouvé par les enquêteurs dans la nuit du 30 septembre 1888. Ce châle aurait appartenu à la 4e victime, Catherine Eddowes. Les éclaboussures de sang et de sperme dont il est parsemé ont permis à son actuel propriétaire, Russell Edwards, de prétendre avoir résolu le plus grand mystère de l'histoire criminelle. La comparaison d'ADN avec Kosminski ayant confirmé l'identité du pervers sanguinaire. Et sanguinaire, c'est peu dire puisque son mode opératoire consistait à trancher la gorge de ses victimes avant de leur mutiler l'abdomen et d'extirper parfois les organes internes ainsi que les parties génitales. 5 victimes, en tout et pour tout, uniquement des femmes, lui seront officiellement reconnues, toutes ayant été tuées la nuit. Mary Ann Nichols, assassinée le 31 août 1888, Jack l'Éventreur lui tranchant la gorge et la blessant dans la partie basse de l'abdomen. Annie Chapman, tuée quant à elle le 8 septembre 1888, en lui ouvrant l'abdomen et en lui retirant l'utérus. Elizabeth Stride, tuée le 30 septembre 1888, en lui sectionnant la carotide gauche. Catherine Eddowes, tuée le 30 septembre 1888, la gorge tranchée, l'abdomen ouvert, le rein gauche et une partie de l'utérus retirée. Et enfin Mary Jane Kelly, tuée le 9 novembre 1888, la gorge tranchée, l'abdomen éviscéré et le cœur retiré. Malgré ce constat macabre, ainsi que des résultats scientifiques probants, la certitude sur l'identité du célèbre meurtrier n'est pas totale. Pourquoi ? Eh bien parce que plusieurs scientifiques les contestent en mettant l'accent sur l'authenticité même du châle. Acheté aux enchères il y a quelques années par un antiquaire, son origine présente donc des incertitudes et surtout, il n'a pas été protégé durant 130 ans. Et pour cause, il a été manipulé à main nue par des centaines de personnes. Élémentaire, me direz-vous, le châle de l'Éventreur ne semble donc pas avoir levé totalement le voile sur ce mystère policier. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, le 22 novembre 1963 à Dallas, reste une énigme. Un attentat qui eut lieu pendant le passage du cortège présidentiel, son épouse Jackie étant à ses côtés à ce moment bien précis. JFK avait donc beaucoup d'ennemis et les mobiles pour son assassinat ne manquaient pas. Pourtant, il a été conclu par la commission Warren, chargée de résoudre ce cas, que le tireur Lee Harvey Oswald avait agi seul. Sauf que cette conclusion a continué de susciter de nombreuses interrogations. Et pour cause, de nombreuses zones d'ombre subsistent, certaines théories favorisant plusieurs interprétations sur la localisation du tueur ainsi que sur le nombre de balles tirées. C'est à cause de ces zones d'ombre que de nombreuses théories du complot ont vu le jour depuis 1963. La mort du présumé assassin Lee Harvey Oswald, survenue le surlendemain, n'arrange rien à l'affaire. Jack Ruby, un tenancier de bois de nuit, plus ou moins lié au milieu, l'ayant en effet abattu à bout portant devant les caméras de télévision. Complot ou pas, plus de 50 ans après l'assassinat, aucun témoin crédible, aucun protagoniste, aucun enquêteur produisant un document, un fait vérifiable, n'est venu apporter une quelconque preuve. À ce jour, John Kennedy semble bien avoir été tué par un ancien marine un peu dérangé, ayant agi seul et qui a lui-même été abattu par un tenancier de boîte de nuit paranoïaque, à moins qu'un document nouveau ne vienne ruiner cette conclusion rationnelle. Comme on l'a vu, la plupart de ces mystères ne sont pas prêts d'être élucidés de sitôt. Dites-moi en commentaire si le sujet vous a plu et si vous connaissez d'autres mystères historiques du même ordre. Ça pourrait faire, qui sait, l'objet d'une autre vidéo sur le même thème. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.